Je parle dans le micro non pas pour me faire entendre de l'assistance nombreuse, mais parce que en fait c'est enregistré, ce qui signifie qu'il y aura des archives. Donc on va ouvrir en fait cette petite journée d'études devant donc une assistance restreinte mais choisie. Euh, bon, de toute façon en fait c'est vrai que entre les grèves SNCF et les blocages d'université, la semaine est un petit peu Comme vous compliquée. pouvez le constater, je commence de manière informelle, hein, pendant qu'il y a des coulisses qui se déroulent sous vos yeux. Voilà, l'école, enfin je parle là, au nom de l'école des Chartes et de l'université PSL. On est donc ravis en fait de pouvoir accueillir cette journée de débat qui s'intitule donc Images animées pour l'enseignement artistique. C'est une journée qui s'inscrit dans un programme de recherche financé par PSL, Université, sur l'histoire de la pédagogie de la création artistique. C'est un projet qui a déjà commencé il y a 2 ans, qui s'est traduit dans un premier temps par un séminaire d'une part et par une identification des sources présentes dans les 5 écoles d'art membres de PSL, les 2 conservatoires, l'école des beaux-arts, l'école nationale supérieure des arts décoratifs et la FEMIS, et qui se poursuit en 2018 avec un focus sur d'une part, je dirais en fait les années post-68, c'est-à-dire la manière dont la pédagogie de la création artistique a pu être bouleversée par ces 10 événements de 1968, mais aussi d'autre part avec une insistance, un point de focalisation là aussi sur l'utilisation de l'image animée en particulier dans ces différentes écoles d'art. Pour commencer, aujourd'hui avec l'école des beaux-arts ce matin et des documents tout à fait exceptionnels qui avaient été collectés par le département de l'audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France il y a quelque temps et analysés par Anaïs Ducardonnet, mais j'y reviendrai dans un instant. Et cet après-midi, en présence de Jean Douché, autour de son expérience de la pédagogie de l'enseignement du cinéma à ce qui s'appelait à l'époque l'IDEC. Alors, cette journée d'études, d'abord, elle précède d'autres moments en 2018 donc de débat autour de ces questions, et puis elle précède très directement un colloque qui donc s'ouvrira demain matin, qui lui est centré sur les questions d'enseignement du cinéma à l'université. Ce colloque s'appelle Le cinéma dans l'enseignement supérieur français des années 60 aux années 80. C'est un colloque qui aura lieu à l'auditorium de l'INHA demain jeudi 5 avril et vendredi 6 avril. Colloque co-organisé par plusieurs institutions, l'Université de Paris 1 et le laboratoire IXA, l'Université de Paris 8, l'école des Chartes au sein de PSL et avec le soutien de la BNF, de l'INA et du réseau Canopé qui nous ont aidés aussi, la BNF et le réseau Canopé, pour organiser cette journée aujourd'hui, du 4 avril. Je ne détaille pas le programme de ce colloque qui sera déployé dans toute sa dimension à partir de demain. Les deux sont évidemment corrélés, même si aujourd'hui nous ne nous centrerons pas exclusivement, comme vous l'avez compris, sur les questions d'enseignement du cinéma à l'université, mais l'idée est d'élargir en fait cette proposition à l'ensemble de l'enseignement artistique, à commencer, comme je le disais, par l'école des beaux-arts ce matin et par l'IDEC cet après-midi. Alors je voudrais remercier pour l'organisation de cette journée, le réseau Canopé, la Bibliothèque nationale de France, représentée ce matin par Alain Caroux. Malheureusement, en raison des grèves de transport, Manuela Guimard du réseau Canopé ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui, puisqu'en fait, elle est bloquée là où se trouve à Poitiers. Voilà. Remercier aussi la Cinémathèque régionale de Bourgogne, à Dijon, qui nous a permis et qui a permis à Stéphanie Louis, qui a co-organisé scientifiquement cette journée et qui en a été la cheville ouvrière et que je remercie infiniment, qui a permis à Stéphanie Louis d'accéder à un certain nombre d'archives autour de Jean Douché et qui seront la matière même du dialogue qu'elle engagera avec Jean Douché cet après-midi. Par ailleurs,
je l'ai déjà dit, mais je le répète, cette journée n'aurait pas été possible sans les financements apportés par PSL. Donc sans plus tarder, je propose que commence cette première session. Qui est une présentation d'archives vidéo de l'École des Beaux-Arts de Paris, comme témoin de changements après mai 68 au sein de l'institution. C'est une session qui sera co-animée par Alain Carroux, chef du service images au département de l'audiovisuel de la BNF, qui conserve ces documents et qui les a numérisés, et par Anaïs Ducardenet, qui est d'ailleurs co-organisatrice du colloque qui aura lieu demain à l'auditorium de l'INHA, et qui est toujours doctorante en fait à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et qui a travaillé tout particulièrement sur ces archives audiovisuelles au moment de leur entrée dans les collections de la BNF, et à l'époque c'était en relation avec l'Institut national d'histoire de l'art. Je vous laisse tous deux la place pour évoquer ces documents tout à fait exceptionnels et qu'on n'a pas eu, je le précise quand même, trop l'occasion de présenter jusqu'alors. Même pas du tout, en réalité. Voilà. Alors, bonjour à tous du coup. Moi je vais d'abord commencer par introduire le corpus, donc vous expliquer d'où il vient, qui a créé ces vidéos, du coup quel a été le but de ce corpus. Et Alain Carroux ensuite parlera plus précisément de la conservation donc, de ces bandes et de leur entrée à la BNF. Et ensuite on vous présentera plusieurs extraits qu'on commentera du coup au fur et à mesure. Donc en quelques mots, il faut savoir que du matériel audiovisuel est installé en fait à l'École des Beaux-Arts de Paris dès 69 par Alain Jacquier, qui était en fait qui travaillait pour l'ORTF au service recherche. Donc lui, il installe ce matériel vidéo qui va être notamment en magnétoscope IVC 1 pouce au sein de l'École des Beaux-Arts, mais ça va être donc au sein de l'unité d'architecture, donc l'unité UP6, qui va être la seule unité donc, de cette école à avoir un matériel audiovisuel. Donc pour toutes les autres unités de l'école, il va falloir se débrouiller justement avec ce matériel et aller l'emprunter auprès de cette unité d'architecture. Donc le fond que moi j'ai étudié donc, en Master 2, qui était mon mémoire en fait, de recherche, c'est un fond qui a été réalisé donc, entre 76 et 78, donc plus tardivement, par Mathilde Ferrer, qui est devenue donc, par la suite la future responsable de la médiathèque de l'école. Quand elle est arrivée, en fait, il n'y avait pas encore cette médiathèque. Elle a créé ce qu'elle a appelé une salle d'actualité, dont je vais vous reparler après, qui est devenue par la suite donc, cette médiathèque. Donc c'est un fond qui est composé de 46 bandes, qui sont à peu près toutes en bon état. Enfin, voilà, il y en a quelques-unes qui sont un peu abîmées, mais elles sont toutes visionnables facilement, accessibles donc, à la BNF. Elles font toutes environ 30 minutes. La plus courte fait 10 minutes et 31 secondes, pour être précise, et la plus longue, 38 minutes et 34 secondes. Mais la majorité font 30 minutes. Ce sont des bandes qui ne sont pratiquement pas montées, c'est-à-dire que c'est des captures d'instants sur le vif. Il y a une seule bande où il y a vraiment un montage, c'est une interview donc, de Michel Journiac. Et on a en fait deux bandes. On a une bande en fait, où on a l'interview telle qu'elle a été faite, prise sur le vif, sans montage. Et une deuxième bande où on a un montage vraiment, où on voit des extraits qui manquent, des petits bouts, des paroles qui manquent. C'est la seule bande qui est montée. Toutes les autres sont uniquement des captures de moments, des travaux d'élèves, mais sans travail de montage. Toutes ces bandes, on peut les séparer selon certaines thématiques. Donc on a des bandes qui vont être par exemple sur la vie à l'école des beaux-arts. Donc ça va passer par des cours, des moments de vie, des essais artistiques, notamment d'étudiants qui vont réaliser quelques performances ou des travaux un peu théâtraux. On va avoir également des vidéos qui vont porter sur la vie culturelle à l'époque, donc notamment sur le Centre Pompidou. Il y a beaucoup de vidéos sur le Centre Pompidou et sa construction. Il y a également des vidéos sur l'action culturelle de l'État, sur les maisons des jeunes, ainsi que sur la CAVAR, qui est donc la caisse de retraite à l'époque des artistes. On va montrer un extrait après justement de cette vidéo sur la CAVAR. Il y a également beaucoup d'interviews d'artistes, particulièrement de Michel Journiac, dont il y a l'interview montée, mais il y a également 2 autres interviews, ainsi que des conférences sur la vie culturelle et sociale, mais cette fois plus du côté justement social, avec par exemple une conférence sur le logement, sur l'architecture, donc à cette époque.
Pour revenir rapidement sur le processus donc, de création de ces vidéos, c'est donc, comme je l'ai dit, Mathilde Ferrer qui est en fait à l'initiative de ce fonds. Mathilde Ferrer, elle va arriver donc en 69-70 à l'école des Beaux-Arts. Et lorsqu'elle arrive, en fait, elle se rend compte que l'école n'est pas encore complètement ouverte sur l'art contemporain et sur le monde extérieur. Donc, elle veut mettre en place un projet qu'elle va présenter à la direction de l'école, dans lequel, justement, elle veut intégrer cette vidéo, mais également la photographie. Elle veut également permettre à l'école d'acquérir des ouvrages sur des artistes contemporains. Elle veut faire venir des artistes contemporains pour se présenter devant ses étudiants. Et elle met en place du coup la salle d'actualité qui sera la future médiathèque, qui est en fait une salle qui permet aux étudiants de présenter leurs travaux devant d'autres étudiants, de présenter des cours qui sont filmés par Mathilde Ferrer. Donc les cours étaient présentés par exemple le lendemain, le midi dans la salle d'actualité, et donc permettait aux étudiants de venir revoir ces cours ou les voir s'ils n'avaient pas pu les voir en premier lieu. Donc Mathilde Ferrer, elle qualifie cette salle d'une salle de passage, de circulation, où on pouvait y inviter des personnes selon ce qui se passait, donc selon les mouvements féministes ou structuralistes par exemple. Donc ça suivait vraiment l'actualité du monde contemporain. Donc ce projet, je l'ai dit, elle le présente à la direction de l'école en 69-70, et elle commence à le mettre en place, mais avec une certaine restriction, c'est-à-dire que la direction était contre l'utilisation de la vidéo. Donc en premier lieu, il ne voulait pas que la vidéo soit vraiment utilisée. Et il y avait aussi beaucoup d'enseignants qui étaient contre cette utilisation. Lorsque j'ai rencontré Mathilde Ferrer, elle m'a expliqué qu'elle voulait par exemple filmer beaucoup de cours pour pouvoir les rendre accessibles aux étudiants. Et que beaucoup d'enseignants n'avaient pas voulu parce que c'était pour eux comme entrer dans leur espace personnel et qu'il était hors de question qu'ils soient filmés. C'est pour ça que d'ailleurs dans le fond, il y a par exemple peu de cours filmés. Il y en a un dont le son n'est pas très bon, donc on ne comprend pas exactement. Mais voilà, il y a très peu de cours filmés parce que justement, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas pour cette utilisation de la vidéo. Ce qui explique aussi pourquoi ce fonds date uniquement de 76-78, puisque du coup, il a fallu un certain temps pour que l'école accepte enfin une utilisation un peu plus grande de la vidéo. Elle va également mettre en place une unité de valeur professionnelle. Donc c'est une unité qui permettait aux étudiants de faire des stages. Et ça se ressent encore une fois à travers les vidéos, puisqu'on a beaucoup de vidéos, comme j'ai dit, par exemple, sur la vie sociale à l'époque. Donc, en fait, pour elle, cette unité de valeur, ça permettait aux étudiants d'être vraiment ancrés dans le monde contemporain, de vraiment comprendre ce qu'est un artiste, quelle est sa pratique, voilà, de comprendre un peu quel peut être leur futur emploi et vraiment de s'ancrer dans cette réalité, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, je vais vous la citer, elle dit par exemple que ça permettait c'était la possibilité de comprendre comment marche la profession et de connaître la pratique d'un artiste. Donc cette vidéo, elle est pour elle vraiment une façon de s'ancrer dans le monde contemporain, de s'ouvrir à l'art contemporain, et elle va également devenir donc un nouvel outil pédagogique, puisqu'on l'a dit, elle va filmer des cours, même s'il n'y en a pas énormément. Elle va filmer des cours, il y a un cours qui n'est pas filmé, mais qui est créé justement pour la vidéo, où c'est un enseignant donc, qui explique comment faire une lithographie. Et là, il y a ces 4 bandes, en fait, 4 parties, où donc, l'enseignant explique donc, pour les étudiants comment faire une lithographie. Donc là, c'est vraiment un cours créé pour la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un corpus. C'est par ailleurs l'un des seuls corpus. J'avais demandé à Mathilde Ferrer si elle avait une idée, s'il y avait d'autres corpus qui avaient été créés à la même époque. Et apparemment, non. Elle n'avait pas... Voilà, elle ne savait pas trop, mais elle n'en a pas entendu parler. Donc c'est vraiment l'un des rares corpus qui a été créé à cette époque à l'école des Beaux-Arts. Et vraiment, c'est vraiment la première fois qu'elle utilise une vidéo légère, parce que là on parle vraiment de vidéo légère et non pas de cinéma justement, au sein donc de cette école des Beaux-Arts. Voilà, je vais laisser du coup Alain Carreau peut-être préciser l'intégration de ces vidéos. Merci, bonjour. Alors donc effectivement ce fonds il est issu, comme l'expliquait Anaïs, de l'utilisation d'un matériel porte-à-pack de Sony, ce premier matériel vidéo léger destiné lors de son lancement à la fin des années 60 au marché de l'amateur, plutôt aux familles relativement fortunées qui voulaient enregistrer des souvenirs avec cet avantage qu'offrait la vidéo qui était le synchronisme du son et de l'image qui allait de soi,
contrairement à ce qui en était encore du cinéma. Même si le cinéma léger synchrone existait, il n'avait pas la simplicité d'usage de la vidéo. Et de fait, compte tenu de la relative complexité d'utilisation de ces premières générations de caméras vidéo portables, c'est plutôt à des appropriations par d'autres usagers qu'on va assister, plutôt que donc cet usage purement amateur film de famille, les appropriations donc de la part des militants et de la part des artistes. Avec un usage qu'on voit à l'école des Beaux-Arts, qui est un usage, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, qui n'est pas un usage créatif ou il est peut-être expressif, mais en tout cas il n'est pas de l'ordre de la création d'œuvres d'art, de la proposition artistique, mais plus là en l'occurrence de la documentation. Puisqu'en effet ce format est utilisé principalement pour faire de l'enregistrement continu. Là, le montage est une opération tout à fait complexe, on y reviendra peut-être. Et cet ensemble de bandes, je crois, doit être considéré de plus ici comme une sorte de résidu. Hein. Ce sont en l'occurrence des bandes, Mathilde Ferrer en parle, qui ont circulé dans différents lieux, des bandes qui ont été réutilisées, réenregistrées parce que le support vierge coûtait un peu d'argent, parce qu'il n'était pas toujours satisfait non plus du résultat. Et ces 46 bandes ne sont pas le témoignage, ne sont pas, comment dire, l'ensemble de la collection de ce qui a été enregistré, mais sont plus probablement à considérer comme ce qui reste au terme de toute une série de circulations de ces bandes qui ne sont jamais revenues ensuite au Centre d'information et de documentation de l'École des Beaux-Arts, qui ont pu être peut-être même perdues dans les décennies suivantes, puisque cet ensemble de bandes, quand Martine Markovits, la responsable des valorisations autour du cinéma à l'École des Beaux-Arts nous l'a proposé, était un carton qui était un peu conservé, qui était stocké dans un coin, hein. Même si tout le monde l'identifiait comme quelque chose de relativement intéressant, le contenu n'en était pas connu. Donc il y a pu avoir des pertes au fil du temps. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'époque même, ça n'était pas organisé comme une collection pérenne, comme une collection documentaire visant à s'accroître et à s'accumuler dans une sorte de logique de capitalisation. C'était quelque chose qui était constitué dans une logique d'actualité, de restitution à court terme de ce qui avait pu se passer dans le domaine des expositions à Paris, de l'actualité artistique, des enseignements, etc., des conférences, des performances. Pour être tout à fait complet sur la question de l'inventaire du fonds, en fait, donc il a été réalisé en parallèle du travail effectué par Anaïs Ducardonnet, aussi par donc Nicolas Ballet, qui est un doctorant chargé de recherche, qui est l'auteur de l'inventaire qu'on trouve sur Agora, la base de données de l'INHA. Donc c'est dans le cadre d'un partenariat entre la BNF et l'INHA que ce fonds a été décrit, inventorié par Nicolas Ballet, donc à un niveau tout à fait descriptif, bande à bande, que vous pouvez aujourd'hui consulter sur Agora et dont on se sert aussi maintenant pour synthétiser un peu l'intérêt de ce fonds et ce qu'on fait ce matin, qui est effectivement, comme disait Christophe Gauthier, la première finalement véritable valorisation, et cette valorisation scientifique de ce fonds. Ce fonds, ce carton de bande vidéo demi-pouce de porte-à-pack pour porte-à-pack Sony, il a été déposé par l'École nationale supérieure des beaux-arts à la BNF au département de l'audiovisuel il y a 4 ans. Il a fait l'objet d'une numérisation exhaustive, en l'occurrence chez un prestataire extérieur.
Les appareils de lecture demi-pouce sont d'un maniement délicat. Globalement, pour la vidéo, c'est une loi générale. On dépend d'appareils qui ont l'âge des supports. On ne dispose pas de matériel plus récent, de matériel fabriqué pour des besoins de sauvegarde. On est dépendant d'un matériel qui est technologiquement obsolète comme l'est le format lui-même. Et donc ces appareils qui ne sont plus du tout en usage depuis le début des années 80 sont conservés en quelques exemplaires relativement rares chez un certain nombre de prestataires ou à la BNF où on en a une collection aussi pour effectuer des relectures qui sont la dernière relecture avant numérisation de ces bandes. On sait que globalement tout ce qui est support vidéo analogique est en sursis dans la mesure où on dépend d'un matériel de lecture plus ou moins âgé et en l'occurrence avec ces appareils-là extrêmement âgés. Ce qui veut dire que l'état dans lequel on va voir les bandes aujourd'hui est issu d'un premier essai de relecture. Il ne s'agissait pas de s'acharner à relire ces bandes par tous les moyens. Il n'est pas exclu qu'on puisse obtenir de meilleurs résultats au prix d'efforts très, très assidus sur telle ou telle bande, les soumettre à des traitements chimiques, essayer plusieurs matériels. Mais cette première opération de numérisation nous permet en tout cas de prendre connaissance de leur contenu et éventuellement de viser dans un deuxième stade des opérations de restauration. À vrai dire, vous allez le voir, je ne suis pas persuadé que ça, mais on pourra en parler, que ça soit pertinent d'envisager une telle opération puisque on a affaire à un fonds effectivement de traces, à un fonds qui a une valeur documentaire d'enregistrement pour les chercheurs et qui n'est pas nécessairement amené à avoir une audience plus large, mais ce sont effectivement des résidus, des traces très précieuses d'un ensemble d'activités qui ont eu lieu à l'école des Beaux-Arts et autour d'elle, enfin, qui sont plutôt la trace d'un mouvement justement de sortie de l'école, de ces murs, pour aller à la rencontre de l'actualité artistique. Voilà. Je vais peut-être maintenant laisser la parole à Anaïs pour présenter les bandes et puis moi je vais juste Juste pour revenir sur le fait qu'en effet il y a des bandes qui ont été détruites. Je sais que quand j'avais parlé à Mathilde Ferrer, elle m'avait expliqué que par exemple elle avait tourné il y avait Gina Pan comme artiste qui était venue à l'école des Beaux-Arts et qu'elle avait filmé justement les performances et qu'on ne les a jamais retrouvées les vidéos. Donc voilà, juste pour dire en effet qu'il y a bien des vidéos qui ont été perdues entre temps. On peut présumer que les bandes les plus intéressantes aient pu aussi effectivement circuler, être prêtées, être montrées et puis ne jamais revenir ou à la limite être usées par la lecture répétée. Mais ça c'est moins probable, c'est plus vraisemblablement la circulation des copies sans aucune logique de contrôle des retours, etc., qui est conduit effectivement à la dispersion d'une partie du fond et peut-être la plus intéressante en partie. Ouais, je vais me décaler. Oui, parce qu'il n'y a pas de... on peut un petit peu décaler, voilà. Ici. Donc, vous vouliez vous mettre plutôt ce côté. Non, non. Hop. Merci. Donc, du coup, j'ai essayé de vous sélectionner. Enfin, il y a pas mal d'extraits. J'ai essayé de prendre des extraits qui remontraient un peu justement toutes les pratiques qui avaient été faites de la vidéo. Donc, il y a je vous ai mis des interviews. Il y a également pas mal de choses sur le centre Pompidou, sur Michel Journiac, une performance, des travaux d'étudiants. Et bon, forcément la vidéo sur Villeglé, vu qu'on avait utilisé la photographie comme présentation. Donc voilà, j'espère que
On peut tout voir. Du coup, la première bande, en fait, c'est une bande qui est sur le centre Pompidou, justement. C'est une bande qui est sur le centre Pompidou, justement, sur la création du centre Pompidou. Donc, je vous ai sélectionné, en fait, c'est des interviews de passants auxquelles celle-ci, alors j'ai pas la date exacte, c'est entre 76 et 78 pour toutes les bandes. Mais il y en a pas mal où il n'y a pas la date exacte, donc on ne sait pas précisément. Et donc là, c'est vraiment les interviews de personnes en fait expliquant ce qu'ils pensent du centre Pompidou, donc quelle est leur vision de ce futur centre qui va ouvrir. Parce que là, il est en construction justement à cette époque. J'y vais. Encore de 30 secondes. Je voudrais simplement vous demander si vous connaissez la chose là qu'il y a derrière nous. Donc c'est le centre Georges Pompidou. C'est tout ce que je sais. Hein. Vous n'avez aucune autre information là-dessus? Vous n'avez jamais cherché à en avoir? Non. Bon, vous savez que c'est un complexe culturel très très important. Est-ce que lors de l'ouverture, est-ce que vous irez? Non, ça m'étonnerait. Vous n'avez jamais aucune manifestation culturelle ou musée d'art moderne ou... Si, mais ce genre de bâtisse n'a aucun intérêt. Là, pourquoi? Parce que si je vais à des manifestations culturelles, ce sont des manifestations d'une époque plus ancienne, quoi, des tableaux anciens ou alors musées relatant des traits historiques, mais pas des... Mais vous pensez qu'à l'heure actuelle, bon, il n'y a aucune manifestation artistique contemporaine valable? Aucune création valable? Si, sûrement, mais enfin, comme je ne m'y connais pas assez pour pouvoir juger honnêtement... Vous pensez que c'est une question de connaissance? Mais pour pouvoir juger un tel sujet, il faut sûrement s'y connaître un petit peu quand même. À la notion de juger, juger une œuvre, je vous dis plutôt y participer, ou la créer soi-même. Qu'est-ce que ça vous inspire comme... Vous pensez que c'est complètement impossible, ou alors que oui, tiens, pourquoi pas? C'est-à-dire que dans ce style-là, ce genre-là, tout ce qui est le modernisme ne m'intéresse pas du tout. Ça ne vous intéresse pas? Mais le modernisme, en fait, bon, c'est notre époque contemporaine. Bon, les voitures, c'est quelque chose de moderne. Justement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas? Vous avez un appartement, vous achetez des meubles, vous y mettez des objets à l'intérieur. Vous y mettez des objets à l'intérieur. Ce sont des choses anciennes, toujours anciennes. Je sais, oui, je n'ai pas le moderne en tout cas. Pas le style qu'on voit en ce moment, meubles, mobilier et tout. Vous allez au cinéma de temps en temps? Oui, bien sûr. Bon, le cinéma, c'est une expression contemporaine. Bien sûr, mais je vais voir des films retraçant des sujets, disons, pas la science-fiction par exemple, pas tout ce qui a trait au modernisme, plutôt des faits historiques ou une époque datant au moins de 50-100 ans. Merci. Non, quand même pas. Quand on ira avec mes parents et puis des fois. Oui, c'est. Je voudrais juste vous poser une question sur le... Sur ça? Ouais. Si vous voulez me demander. Je sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est, vous voyez, Georges Pompidou. Saint-Georges Pompidou, vous habitez dans le quartier? Non, moi je suis pas parisienne. Vous n'êtes pas parisienne? Vous venez de province? Ah bah oui, si je suis pas parisienne. Forcément. Voilà. Vous, en province, on en parle un peu du centre Pompidou? Non, je sais pas. Jamais? Vous venez souvent à Paris? Oui. Quand vous viendrez, ça vous intéresse, ça? De quoi, ça? Pour les jours où vous serez à Paris, ça va vous concerner, cette chose-là? Je sais pas, ça m'étonnerait. Quand vous venez à Paris, vous allez au musée? Au musée? Non, très rarement. Jamais? Vous allez au cinéma? Ah ouais? Dans la ville où vous habitez, il y a un musée, un cinéma, quelque chose? Ah oui, mais j'y vais rarement. Pourquoi? C'est une toute petite ville et qu'ils fassent pas des films intéressants. Et à Paris, bon, il passe des films intéressants, il se passe des choses intéressantes. Bah, ça dépend, oui, de temps en temps, c'est sûr, puisque c'est pas plus de monde, mais... Pourquoi vous me demandez tout ça? Parce que comme ça. Non, non, si vous avez des raisons, ça m'intéresse de savoir. Non, parce qu'on fait un film d'information sur Beaubourg, on voudrait savoir ce que les gens en pensent. Et
s'ils comptent l'utiliser. Ouais, mais l'utiliser dans quel sens? L'utiliser en IA. Il y aura un musée, il y aura un truc, de toute façon ce sera toujours aussi spécialisé que le reste et ce ne sera pas plus abordable pour les gens qu'un autre musée ou qu'un autre centre culturel. Justement, dans leur campagne d'information, ils disent que, et même dans le programme de la construction, beaucoup de choses sont prévues pour un accueil du public, pour une participation du public. Est-ce que vous y croyez? Je sais pas, parce que je connais pas du tout le programme d'information, mais je peux pas savoir. Bon. Vous y croyez? Moi j'espère, disons. Vous espérez, mais vous pensez que ce sera fait ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'est moi qui pose des questions. Non, mais je peux vous poser des questions. Bon, parce que oui, je pense qu'il y a un potentiel énorme là-dedans. J'aimerais y voir beaucoup de gens et j'aimerais que ce soit effectivement ce qu'ils ont prévu que ce soit. Parce qu'ils disent que ça va être. Et vous avez quelque chose à voir là-dedans? Non, rien du tout. Bon, merci. Oui, oui. Ouais. Oui, là, c'était vraiment... ce que j'aimais bien, c'était de voir justement l'opinion des gens sur le centre Pompidou, parce que comme c'est en construction à cette époque-là, personne n'a l'air de savoir vraiment ce que c'est, ce que ça va présenter. Et c'est intéressant justement de voir quel peut être l'intérêt d'un centre aussi grand à l'époque. C'est intéressant aussi de voir l'attitude des étudiants qui interviewent, parce que Ouais. c'est pas de l'interview neutre. Oui, non, ça... Comme c'est enregistré. Ah oui. Oui, non, je disais que c'était intéressant de voir l'attitude des intervieweurs, en fait, enfin de l'intervieweur, là, en l'occurrence, de cet étudiant des Beaux-Arts qui a une attitude qui est effectivement pas neutre et en même temps, enfin, une interview qui est pas non plus très préparée. Enfin, l'idée c'est vraiment de demander aux gens ce qu'ils pensent d'un édifice. Enfin, ils ont pas pensé davantage. Enfin, on sent que derrière il y a l'idée du rapport à l'art contemporain, du rapport à la culture, etc. Mais ce genre de questionnement-là, ils l'ont pas tellement conceptualisé à l'avance ou préparé à l'avance. Donc il est parfois, en tout cas dans les deux cas que vous nous avez montrés, il est un petit peu démuni finalement par rapport aux réponses des gens qui le laissent. Il s'attendrait. On a presque l'impression qu'il s'imaginait que les gens parlerait bien davantage, enfin, aurait beaucoup plus de choses à dire, aurait un rapport à l'art contemporain qui serait content de voir un lieu ouvert sur la ville, enfin bon, voilà, toute l'idéologie du centre Pompidou, quoi, un lieu ouvert où enfin on pourrait accéder à l'art contemporain, et bon, visiblement, il a affaire à deux personnes. Et j'ajouterais que c'est un formidable document quand même, en fait, pour sorte qui pourrait être une contribution à une histoire comme ça sociologique de la construction du centre, dont on connaît les modalités diverses d'appropriation par le public. Après son ouverture, on sait que le centre a été tout de suite un succès public très important, alors avec des niveaux différents selon justement le type de service offert, entre le musée, la bibliothèque, enfin les choses comme ça, etc., ou le bâtiment lui-même d'ailleurs, très conspué, mais finalement très approprié en réalité. Et c'est vrai que ça serait intéressant d'articuler ça, je trouve, en fait, avec des reportages à la télévision à la même époque, avec les articles de presse, avec la mobilisation. D'ailleurs, un certain nombre d'artistes, en 75-76, en fait, autour justement du centre, et le mécontentement qui s'était fait jour au regard justement des collections qui devaient être présentées dans le cadre du musée d'art contemporain, etc., etc. Et donc là, on voit bien qu'on a une pièce d'un puzzle plus large, en réalité, qui est vraiment passionnante. Vous avez dit plus ou moins ce que j'allais dire, parce que à la même époque que les étudiants aux Beaux-Arts, donc qui devraient être les plus intéressés par ce projet, font ça, la presse plus populaire et la télévision font des reportages beaucoup plus positifs, où on interviewe les gens dans la rue qui disent que c'est absolument formidable, ils vont y aller tout de suite, vont prendre une carte d'abonnement. Et il y a une très grande campagne de communication de la part du centre,
Mais comme vous avez évoqué, mettre ça en face de ce genre d'archives, il y a aussi, c'est très très intéressant et je vous remercie de trouver ces archives par rapport aux archives audiovisuelles du centre. Parce que la création du centre, c'était à l'époque l'institution culturelle le mieux dotée en audiovisuel du monde entier. Et ils avaient un service audiovisuel qui avait une vocation encore plus large que ce qu'on voit là, mais que je pense qui a influencé même Mathilde Ferrer dans ses objectifs de créer une salle d'actualité. Et c'est intéressant de mettre ça en rapport dans le contexte de la vie culturelle parisienne. Merci beaucoup pour cette remarque et effectivement pour ce rappel, parce que ça nous donne aussi nous des pistes justement de travail possible avec le centre Georges Pompidou. On peut rappeler que lorsque le centre ouvre, le gouvernement français passe commande en fait d'un film relatif à l'ouverture du centre et cette commande est faite auprès en gros de celui qu'on considère comme étant le plus grand cinéaste vivant, c'est-à-dire Roberto Rossellini. Donc c'est vrai que on a en effet du coup un film incroyable coproduit d'ailleurs déjà par Daniel Toscan du Plantier et l'État français en fait donc pour l'ouverture du centre et on voit bien à quel point c'est ce que vous disiez exactement, les moyens de communication sont considérables et du coup la question de l'écart entre le discours porté par cette communication officielle et ce qu'on voit là, elle est vraiment très saillante et du coup elle serait passionnante à mettre en regard quoi, hein, voilà. Donc, et je retiens plus de ce que vous dites, je trouve effectivement très très intéressant le fait qu'effectivement on est dans un moment où, très important, je crois, qui demande encore à être étudié, le milieu des années 70, où la vidéo apparaît comme une source d'information, de circulation de l'information complètement nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas par hasard si c'est sitôt après l'apparition de la vidéo qu'il y a un dépôt légal des vidéogrammes qui est créé. C'est vraiment cette idée d'ouvrir le dépôt légal, une nouvelle source d'information. Et d'un point de vue moins BNF au BNF, moins histoire patrimoniale, effectivement, comme vous dites, le service audiovisuel du Centre Pompidou, la création de la collection vidéo de la BPI, le fait de faire passer la circulation d'informations par l'image animée sur le modèle des bibliothèques publiques américaines par l'image animée, mais en adoptant la vidéo, alors que les bibliothèques américaines qui existent depuis plus longtemps sont plutôt du côté du film 16 mm. Là, on parie sur la vidéo et ça va être quelque chose de constitutif aussi dans la fondation des vidéothèques publiques en France, c'est-à-dire qu'à partir du Centre Pompidou va essaimer un premier réseau de vidéothèques pilotes dans les grandes villes de France, et puis c'est ce qui va créer tout le tissu qu'on a aujourd'hui des collections vidéo dans les bibliothèques publiques en France. Donc il y a ce moment fondateur et je n'avais pas pensé effectivement au fait que Mathilde Ferrer pouvait tout à fait être influencée par ce contexte-là de ce moment. Oui. Le monde de l'art est un petit microcosme, surtout le monde de l'art plastique, je pense. Ouais. Mais comme vous avez remarqué une grande audience aussi aujourd'hui, je pense que c'est très important qu'on s'intéresse aux archives qui sont à Beaubourg, qui vont disparaître si vous ne faites pas quelque chose. C'est un vrai problème d'en avoir accès, je sais, parce que j'ai essayé de travailler dessus. Et ce serait bien que beaucoup de chercheurs s'y mettent pour leur donner une impulsion. Ouais, il y a un enjeu là, on en est un peu conscient et effectivement, il faudrait y travailler. Alors, on continue sur le Centre Pompidou. Oui, voilà. Et justement, là, c'était une interview de Germain Viette, qui était directeur des collections, donc où il présente justement quel serait le but du Centre Pompidou, des nouvelles collections. Donc, c'est pas mal justement sur ce qu'on vient de dire. Monsieur Germain Viette, vous êtes chargé de la direction des collections. On avait reproché au musée d'art moderne ces dernières années de ne pas être vraiment contemporain, d'avoir des collections qui dataient un peu. Je crois que assez gros efforts a été fait dans ce sens pour rectifier les manques qu'il y avait. Oui, ce que nous cherchons, c'est à donner à Beaubourg une certaine continuité dans la présentation des œuvres depuis les origines du siècle, enfin depuis 1905, c'est la date qui a été fixée, disons depuis les différentes révolutions qui se sont passées
avant la guerre de 14 jusqu'au présent le plus contemporain. Les espaces de Beaubourg nous permettent d'organiser ce circuit d'une façon assez linéaire, historique, assez logique, et à notre gré, puisqu'on peut composer les espaces en fonction des collections. Donc effectivement, si vous voulez, sur le plan implantation des œuvres, nous aurons à Beaubourg une cohérence beaucoup plus grande que nous ne l'avons ici, puisqu'ici les circuits d'exposition sont très éclatés et en plus insuffisants. Sur le plan du contenu de la collection, nous faisons effectivement un très gros effort, un effort qui d'ailleurs avait été engagé par le Centre national d'art contemporain depuis 1968 et qui cherche à combler systématiquement les lacunes des collections. Vous savez que les lacunes, au fond, elles étaient de deux ordres. Il y a d'une part les lacunes historiques, c'est-à-dire que la collection du musée d'art moderne, qui est très belle par certains côtés, était tout à fait insuffisante dans des domaines très importants comme le constructivisme, comme le surréalisme. Et d'autre part, il fallait effectivement faire un peu le bilan des collections nationales en matière d'art contemporain, voir ce qui avait été déjà comblé par les acquisitions de l'État du Centre national d'art contemporain. Et ceci donne lieu, depuis quelques mois, à des présentations tournantes ici, avenue du Président Wilson, présentations qu'on a appelées contemporain, contemporain 1, contemporain 2, contemporain 3, nous préparons contemporain 4, et où justement nous faisons un peu le bilan des collections. Ce bilan nous permet de voir quelles sont les lacunes aujourd'hui et d'essayer de les combler. Pour l'art contemporain, évidemment, il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà historique de l'art contemporain, et dans ce bilan, par exemple, nous avons pu constater que quelqu'un comme Jean Dubuffet, dont l'œuvre était assez bien représentée pour l'aspect récent, précisément parce que le CNAC s'était intéressé, avait fait des expositions, etc. Depuis, si vous voulez, l'Ourloupe, l'œuvre de Jean Dubuffet était assez bien représentée. Antérieurement à l'Ourloupe, elle était tout à fait insuffisamment représentée. Nous venons d'acquérir deux toiles très importantes qui comblent en partie, si vous voulez, les lacunes, et cette acquisition entraîne des dons qui viennent finalement donner une vision de Jean Dubuffet assez complète. D'une façon générale, je crois que la création du centre intéresse beaucoup de monde, suscite des dons. Alors c'est ça, c'est évidemment, comme dans toute entreprise, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre les initiatives que nous pouvons mener grâce au fonds d'acquisition assez important dont on dispose pour l'ouverture du centre, et en ricochet, ce qui peut venir de l'extérieur. Alors, il est certain que nous provoquons ces initiatives à partir des lacunes existantes, et nous provoquons ainsi l'intérêt de personnes extérieures, soit de collectionneurs, soit d'artistes, pour peu à peu combler ces lacunes. C'est ça. En fait, le centre Georges Pompidou contiendra les collections qui existaient déjà avenue du Président Wilson, ici au Palais de Tokyo. Ces collections rectifiées, complétées ou épurées. Alors, si vous voulez, sur le plan, alors pour en revenir à l'implantation presque géographique de la collection, vous savez que le musée s'ouvre au 3e étage. Le 3e étage comprendra grosso modo l'art de 1905 à la guerre de 14. Le 4e étage ouvre avec l'après-guerre, et il est divisé en deux parties, 2 tiers, 1 tiers à peu près. Les premiers 2 tiers sont consacrés à l'art historique, disons, jusqu'à l'après-guerre, après-guerre de 39, mais avec les grandes figures historiques, c'est-à-dire qu'on débouche à la fin de ces 2 tiers sur les œuvres de Matisse, de Picasso, de Léger qui ont pu marquer l'après-guerre, La tristesse du roi, L'hommage à la ville, en fait, des œuvres comme cela. Et le tiers qui reste, qui est une très grande surface, c'est 2400 m², est entièrement consacré à l'art contemporain.
et donc à cette espèce d'éclatement que nous vivons aujourd'hui et qui est encore difficilement organisable. Et cette troisième partie s'ouvrira donc sur la galerie expérimentale pratiquement. Alors en fait cette troisième partie annoncera plutôt que s'ouvrira parce que géographiquement la galerie expérimentale, comme vous savez, est au niveau de la rue. Là nous sommes au 4e étage, mais il est certain qu'elle aboutit donc à une espèce d'éparpillement qui d'ailleurs sur le plan de l'organisation muséographique devrait être très perceptible, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des salles assez organisées comme nous l'avons dans le secteur historique, nous aurons un espace beaucoup plus ouvert qui correspond d'ailleurs davantage à ce qui se fait aujourd'hui. Et évidemment un espace beaucoup plus mobile où je voudrais garder précisément cette possibilité que nous avons aujourd'hui de présenter l'œuvre de certains artistes dans leur cohérence à travers tout ce que nous possédons. C'est-à-dire de temps en temps de renouveler la présentation pour pouvoir montrer tout ce que nous avons d'un artiste. Ça, avec une réserve accessible au public. Alors il y a réserve accessible au public, mais aussi un espace qui serait laissé en quelque sorte libre pour montrer ces choses. Pour faire des présentations plus ponctuelles. Oui. Bon, à signaler quand même qu'il y a une organisation volontairement plus pédagogique, plus étudiée dans la logique et dans la chronologie. C'est-à-dire que ce que nous voudrions montrer, c'est pour ça que nous sommes beaucoup battus pour que l'art historique vienne aussi à Beaubourg, c'est que c'est cette continuité, si vous voulez, bon, on est bien conscient évidemment des ruptures, mais ces ruptures, elles s'inscrivent quand même dans un mouvement historique qui part de l'avant-guerre de 1914. Et ceci, on n'en a jamais eu tellement conscience en France parce que précisément les collections du musée ne permettaient pas de montrer cela. C'est pour ça que j'en reviens au premier volet de nos efforts, c'est pour ça qu'il faut absolument renforcer l'aspect surréalisme, l'aspect constructivisme. Et 1905 a été choisi uniquement parce qu'il y avait là un tournant. C'est-à-dire que, en fait, 1905 a été choisi parce qu'au fond, si vous voulez, on avait le sentiment, on peut toujours repousser la date, mais on avait le sentiment que les nabis qui sont actuellement présentés au musée Verbaldern appartenait quand même davantage à une société qui était celle du 19e siècle que à ce mouvement de révolution au sens large du terme qui est celui du 20e siècle. Donc il était normal d'autant plus que le Louvre a le projet, comme vous savez, d'établir à Orsay un musée du 19e siècle qui déboucherait sur le symbolisme. C'est ça. Et les œuvres déposées à Beaubourg, bon, dans un futur plus ou moins lointain, considéré comme périmé, serait reversé donc au Louvre. Oui, il y a dans les collections nationales d'œuvres d'art, il y a toujours un certain mouvement. C'est-à-dire, si on veut les gens qui étaient affolés du transfert des collections de l'avenue du Président Wilson à Beaubourg, il ne faut pas oublier qu'avant d'être à l'avenue du Président Wilson, elles étaient au Luxembourg, et avant d'être au Luxembourg, elles étaient au Louvre. Oui. Est-ce qu'il y a des génériques sur ces... Non. Il y a juste une vidéo où il y a un générique, c'est celle qui est montée sur l'interview de Michel Journiac. Mais sinon, non, il n'y a jamais de générique. Donc vous ne savez pas qui a tenu la caméra? Non, malheureusement. Et vous ne savez pas qui est le frisé, là qui... Non. Non, malheureusement, j'ai pas d'informations. Alors il y a des fois dans la vidéo, on reconnaît la voix de Mathilde Ferrer. Donc on sait que c'est elle qui filme. Mais par exemple, quand c'est... Mais c'est elle qui filme ou elle qui interviewe? Non, qui filme. Mais pas justement, c'est pas dans les interviews, c'est dans d'autres vidéos. Mais quand c'est les étudiants, non, malheureusement, j'ai pas retrouvé. Elle a appris à manier l'équipement qui a été acheté pour l'école. Oui. Parce qu'il y a une chose qu'on voit tout de suite dans ces images, c'est que c'est de la radio. Là, il n'y a aucune appréhension de ce que c'est d'avoir une caméra dans les mains. Ah oui, non. Oui, ça complète votre question. L'étudiant était également formé. Est-ce que tu sais comment il était formé à ce matériel-là aux Beaux-Arts? Non, mais je ne crois pas qu'il soit particulièrement formé. Je crois que c'est Mathilde Ferrer qui utilisait le matériel et qui essayait de leur apprendre. Après, il y a une vidéo que j'ai pas mis là, mais où on entend en voix en fond
Mathilde Ferrer avec une autre personne et la personne lui explique, alors là tu vois, tu peux faire un zoom, tu peux faire un panoramique, enfin, voilà, où il lui explique un peu comment utiliser la caméra. Ce qu'aurait pu effectivement être un conseil qui aurait pu être adressé à celui qui cadre à ce moment-là, parce que enfin, on a oui, voilà. on a l'impression effectivement, enfin le cadre est choisi, hein, le cadre de départ, je dirais, est choisi, puisqu'il y a quand même en amorce cette sculpture qu'on distingue mal, parce que bon, il est choisi, ça ne veut pas dire qu'il est bien fait, mais je veux dire, c'est pensé quand même, hein. Il y a les tableaux derrière, il y a le cadre, il y a cette main sculptée donc en amorce, etc. Mais le problème, c'est qu'effectivement, en toute la durée de l'interview, ils ne le changent pas du tout. Alors que la vidéo est faite précisément pour ça, de zoomer, de recadrer oui, et voilà. Et même quand le conservateur là passe, je sais pas, 3 minutes à tripoter sa boucle de ceinture, enfin, il y a manière quand même de s'approcher, et en fait, c'est effectivement pas du tout exploité. Mais l'impression que ça donne, c'est quand même qu'il y a un choix au départ de cadrage. Ils n'ont pas pensé ensuite la dynamique, une dynamique de filmage qui soit un peu, oui, évolutive au fil de l'interview, quoi. Oui, et puis donc on voit en effet que on a ici c'est tout à fait en fait c'est un peu ce que tu as dit déjà, un Dimitri, c'est-à-dire il se sert enfin la caméra vidéo est utilisée comme si on avait une caméra 35 mm quoi, en fait, voilà. Et donc c'est vrai que la spécificité de l'outil vidéo là, elle n'est pas du tout mise en exergue, mais je pense que c'est vraiment intéressant parce que on voit bien que il y a une insuffisance de la formation des étudiants des Beaux-Arts pour la manipulation de ce nouvel outil, quoi. Donc pour lequel ils ne sont pas formés, tout simplement. Donc voilà, enfin c'est un métier, quoi, en gros. Voilà. Donc, et c'est vrai que je trouve que là, ça serait intéressant et d'essayer de voir malgré le fait que on pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'autres traces comme ça vidéographiques, on va dire en fait dans d'autres écoles d'art, mais comment est-ce que cet outil, si il y a eu en fait des captations vidéo dans d'autres écoles, il est utilisé, et s'il est utilisé avec les moyens propres justement à la vidéo, y compris comme ça à la fin des années 70, c'est une question qu'on s'était posée et peut-être qu'on va découvrir des choses puisqu'on avait une piste peut-être du côté du Conservatoire national d'art dramatique où il semblerait qu'il y ait eu des captations notamment avec des étudiants, enfin voilà, et ça c'est vraiment pour nous voilà, enfin ce sera le travail du vacataire qui est ici aujourd'hui, Louis Paris, d'essayer d'identifier justement s'il y a des choses, mais on voit bien que là on a aussi tout un travail d'exploration à faire sur la manière dont on s'approprie l'outil, y compris d'ailleurs en tentant de retrouver des étudiants de ces années-là pour savoir. Voilà, ça serait vraiment intéressant, oui, tout à fait, pour voir voilà, si on est balancé comme ça tout de suite avec la caméra, ou bien s'il y avait avant une petite séance, où c'était juste, bon, vous appuyez sur un bouton, et voilà, donc voilà, non, mais ça serait vraiment intéressant de voir comment ça se passe. C'était leur initiative aussi, par exemple, par exemple, faire ce genre d'interview, ou si c'était une sorte d'exercice qu'on leur donnait à faire et qu'ils faisaient... oui. Plus ou moins de bonne volonté. Oui, parce que d'après ce que vous disiez, Anaïs, il y avait donc une UV, donc c'était validé, en fait, en quelque sorte, dans le cadre du cursus. Donc ça, il faudrait voir justement quelles sont les modalités de validation et comment on valide, quoi. En fait, voilà. Par Mathilde Ferrer. Oui. C'était elle qui notait. C'est comme, j'ai l'impression, moi, quand pour ce que j'ai entendu du témoignage de Mathilde Ferrer, et c'est souvent le cas avec les témoins pour des faits relativement anciens, c'est-à-dire que là, il y a 4 décennies d'écart, bon, c'est qu'il reste, sur la base de ce témoignage, à reconstituer une chronologie, parce que effectivement, je pense qu'entre l'acquisition du matériel, sa mise en œuvre, le moment où on l'intègre aux enseignements, le moment où l'administration veut le récupérer comme un outil de communication ou un outil enfin sous contrôle et où on quitte le moment pionnier un peu de liberté, il y a des séquences que le témoin n'arrive plus forcément à reconstituer et sur lequel ça vaudrait la peine de se pencher, c'est-à-dire remettre en chronologie ce fond, les pratiques et la manière dont ça s'intègre dans l'enseignement. Ça, c'est un travail qui reste à faire, je pense. Absolument, oui. Remarque pour
compléter ce que vous disiez. En même temps, cette archive, moi, je la trouve intéressante parce que malgré la fragilité, en effet, de l'étudiant qui est en train d'apprendre, je trouve que c'est une source intéressante parce qu'on a peu de cas, justement, d'archives où on retrouve, justement, un étudiant en train d'apprendre. Donc là, on a aussi... est-ce que l'analyse de ces images, de ce petit corpus, permettrait de voir aussi une évolution de la pratique de l'étudiant, quelque chose d'assez rare à voir. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Oui, de cette question de la pédagogie en train de se faire finalement. Oui, j'ai juste du coup sur cette question de la chronologie, une question un peu technique à laquelle je devrais avoir la réponse, mais je me tourne du coup vers Alain. Est-ce qu'on aurait les moyens de retrouver en fait une datation, un élément de timecode ou sur les vidéos originelles justement pour pouvoir établir une chronologie de tournage? Non, enfin sur ces bandes vidéo amateurs là qui de toute façon sont pas timecodées. Non, il y a aucun élément technique de datation à ma connaissance jusqu'à ce que trouve une technique du genre carbone 14. Carbone 18. D'accord. Carbone 25 pour 25 images secondes. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. On passe au troisième extrait. Peut-être on dit qui c'est d'ailleurs, oui. Ouais, c'est toujours sur le son de Pouillou, c'est le dernier. Après, on change de sujet. Et là, c'est une interview encore, mais de Gilles Debure, sur la galerie d'actualité, en fait. Plus courte. Pardon, j'ai oublié de mettre le son. Tu me donnes le top quand tu veux. Bon, bah vas-y. Ça tourne? Ça tourne. Je reprends les plaques. La galerie d'actualité occupera une surface de 1200 mètres carrés au rez-de-chaussée nord du bâtiment, directement sur la rue Rambuteau. Galerie d'actualité parce que cet espace veut fonctionner un petit peu, toute proportion gardée bien sûr, à la manière d'une revue spécialisée et d'un news magazine. C'est-à-dire que notre rôle sera dans les domaines qui nous intéressent, c'est-à-dire architecture, urbanisme, design industriel et communication visuelle, de traquer l'actualité sous toutes ses formes et d'en rendre compte. Différents types d'actualités bien sûr, celle qu'on peut prévoir à l'avance, c'est-à-dire l'actualité saisonnière, celle que nous provoquons nous, soit par notre action directe, soit par une action indirecte, et enfin l'actualité réelle, c'est-à-dire celle qui arrive et qu'on ne peut pas prévoir, et sur laquelle il faudra que nous réagissions comme des journalistes plus que comme des gens d'exposition. En outre, la galerie d'actualité veut être la vitrine, entre guillemets bien sûr, de ce qui se passe au CCI et qui n'est pas toujours public. Je pense à certains services qui font un travail de taupe, un travail souterrain comme le service documentation ou le service design de produits ici, et qui n'expriment pas toujours le sens de leur recherche ou les résultats de leur recherche. Et on espère être pour eux une manière de trait d'union entre le public et leurs actions. C'est vrai aussi pour le service édition, c'est vrai un peu pour tous les services. Nous voudrions aussi être d'une certaine manière la vitrine de ce qui se passe à Paris et dans sa région, notamment pour ce qui concerne les plans d'aménagement, les projets architecturaux, les redécoupages de quartiers, les transformations de quartiers par l'arrivée de bâtiments du type le centre, tout simplement. L'actualité est, par certains côtés, prise comme un produit en elle-même. C'est-à-dire en ce sens qu'elle fait partie intégrante de la culture, qu'elle conditionne. Oui, je crois que de toute façon, il ne faut pas considérer que la galerie d'actualité est déliée de la pratique quotidienne du CCI. Je crois que François Barret a parfaitement défini quelles étaient et les structures, les perspectives et les objectifs du CCI. La galerie d'actualité s'inscrit dans cette perspective. Simplement, sa manière de traiter de ces différents problèmes est un petit peu différente. Parce que nous pensons que que la galerie d'actualité sera le moyen de toucher le grand public. C'est pour ça que certains choix de thèmes sont des choix d'événements populaires, d'événements grand public, d'événements non publics, peu importe la manière dont vous l'appellerez,
Mais si vous voulez, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu d'amener le public non spécialisé, non professionnel et pas même amateur éclairé, à se préoccuper d'un certain nombre de problèmes concernant son environnement quotidien et tous les signes émis par cet environnement. Pour nous, il nous semble que le meilleur moyen, c'est de partir non pas de ces champs d'intérêt, mais plutôt des problèmes qui se posent, finalement, et de remonter jusque-là. Je n'ai pas été très clair, là, peut-être je pourrais recommencer. Non, je crois que c'est bon. Mais je ne suis pas certain d'avoir été très clair, donc je voudrais essayer de prendre 2 ou 3 exemples. Je peux très bien imaginer que les sports d'hiver, ou le rugby pour y revenir, le problème des taxis urbains, sont des problèmes qui sont, ou en tout cas des événements qui sont perceptibles par tout le monde. Tout le monde sait ce que c'est que les sports d'hiver, tout le monde sait ce que c'est qu'un taxi, tout le monde sait ce que c'est que le rugby, à peu près. À partir de ces 3 différents thèmes, on peut tout à fait développer un discours qui touche à l'urbanisme, à l'architecture, au design industriel, aux communications visuelles. Parce qu'en fait, tout ça en procède, tout ça en découle et tout ça y retourne. Donc je pense qu'en intéressant les gens au rugby, on peut les amener à s'intéresser à autre chose. En intéressant les gens aux taxis, au problème des taxis urbains, on peut les intéresser à autre chose, leur faire découvrir d'autres choses. Je pense un petit peu, ça va être un peu le sens de notre démarche. C'est formidablement 70s aussi, là. Ah oui, avec le téléphone. Et... Voilà. Oui. Oui, oui, non, mais c'est vrai que le truc sur, voilà, tout est dans tout, la communication. Ouais, voilà, oui, donc, oui, oui, voilà. Donc, on peut peut-être, pour voir d'autres types d'extraits, voilà, essayer de voir justement d'autres catégories des extraits que vous avez sélectionnés pour nous. Peut-être mettre l'extrait 7 du coup. Ouais. Là, ça bouge un peu plus la caméra, il y a plus de mouvements. Et c'est en fait c'est l'extrait qu'on va montrer. C'est une exposition qui avait lieu en fait sur l'art sociologique, où on voit notamment Madame Soleil, qui était une astrologue à l'époque, qui est exposée en fait par Fred Forrest, donc dans l'exposition. Et donc là, il y a 2 extraits. J'en ai mis un justement de Madame Soleil et un après où c'est Hervé Fischer cette fois qui est présent pendant l'exposition et qui signe en fait des fausses ordonnances pour les clients. Et c'est assez marrant parce qu'il y a une cliente qui n'est pas du tout contente et comme, voilà, qui n'est pas du tout contente de l'exposition, de ce qui s'y passe. Donc c'est un peu plus... Donc voilà, Madame Soleil exposée par Fred Forrest. Vous avez Uranus en ce moment dans le signe de la Balance, alors il va apporter beaucoup d'imprévus dans votre vie. Alors il faut vous y attendre, à votre âge, ce sont les imprévus du cœur, bien sûr. Vous avez des battements de cœur en ce moment? Non. Non, vous espérez en avoir? Voilà. De gourmand quelquefois. En tous les cas, on apprécie les bonnes choses. Est-ce que c'est votre cas? Ben oui, vous êtes bien comme ça? Oui. Voilà, et bien madame, pour l'instant, le signe du taureau n'a pas encore la présence de Jupiter, le maître de la chance, mais dans l'année qui vient, ce sera une période chanceuse pour vous. Alors, dépêchez-vous d'en profiter. Voilà. 5 novembre. 5 janvier, un Capricorne. Oh, c'est un signe de secret, un signe de mystère. Ce sont des êtres qui ne se livrent jamais tout à fait. Ce sont des êtres qui aiment réfléchir, penser, discuter avec eux-mêmes avant de passer à l'action. Ce sont des êtres tenaces, efficaces. Comme ils sont quelquefois gourmands, évidemment leur poids proteste. Moi, je pense que ce soit votre cas. Vous êtes une femme sobre. Un peu gourmande quand même. Pas très sportive. Un peu quand même. Alors faites attention à ce que je viens de vous dire. Surtout l'année prochaine. Ah, mais parce qu'il y aura des aspects astrologiques et qui sont assez contraires au sport.
Alors, ce sera à vous d'y faire attention, vous n'allez pas trouver d'un. Mais enfin, tout de même, dans un an et demi à peu près, si vous faites... C'est un peu le cas des femmes du cancer. Ça va être le vôtre. On a un cœur grand comme ça, et alors évidemment on est vulnérable. Tout vous touche, rien ne vous laisse indifférent pour votre bonheur ou pour votre malheur, et en ce moment, vous avez depuis 2 ans le passage de Saturne qui a quand même bouleversé assez et assombri pas mal les gens du cancer. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Vous avez dû avoir des soucis. Plus ou moins grave selon les cas, bien entendu, mais la position de Saturne n'arrange jamais rien. Il retarde les choses qu'on espère. Il apporte des complications supplémentaires. Il assombrit le caractère. Il ne rend pas toujours les rapports faciles. Et quand on a des vieillards à charge, il les rend quelquefois lourds à porter, insupportables. Alors il faut beaucoup de patience, et il faut s'ingénier à attendre que ça aille mieux. Ça ne va pas tarder d'ailleurs. Saturne va vous quitter l'année prochaine. Et alors donc vous serez quand même dans une période plus heureuse. Voilà madame. Attention à l'estomac quand même. À l'acidité surtout. Vous avez ce type-là. Un bélier. Un bélier, on va pour un homme, c'est tout à fait ce qu'il faut. On va de l'avant, on n'aime pas la routine, on dit ce qu'on pense, on est violent, passionné, on aime tout ce qui commence, mais on n'a pas toujours de la suite dans les idées. Quand ça vous embête, on laisse tout tomber et on fait autre chose. On aime bien, vous voyez, ce qui bouge, ce qui remue, ce qui n'est pas comme tout le monde. Est-ce que c'est votre cas? Je propose que, comme le temps tourne, on passe tout de suite au deuxième extrait que vous avez sélectionné sur cette exposition. Et puis, on réagit après. Juste peut-être, Anaïs ou Alain, c'était quoi cette exposition? C'était une exposition sur l'art sociologique au musée Galliera. D'accord. D'accord. Mais l'art sociologique, c'est-à-dire Alors l'art sociologique, c'était Hervé Fischer, Fred Forrest, qui, enfin notamment, hein, j'ai pas tous les noms en tête, mais qui à cette époque effectivement travaille sur la question des réseaux. Hein. Là, on est encore effectivement dans le monde, l'époque McLuhan, c'est-à-dire le travail sur la manière dont l'art peut se construire uniquement autour des dispositifs relationnels et des dispositifs médiatiques. Donc là, exposer Madame Soleil, la filmer et la montrer sur écran, c'est-à-dire voilà, mettre en scène le médium et la médiatisation du médium, si on veut, c'était le propos de cette installation qui n'a pas d'autre support que l'exposition d'une personne et de son exposition médiatique. Et d'ailleurs avec un jeu là intéressant qui est vraiment au cœur des appropriations artistiques de la vidéo portable à cette époque-là, c'est-à-dire que ce que fait Forrest, c'est de la filmer en direct pour avoir un retour en boucle en direct, en temps réel, sur les écrans. Par ailleurs, il a enregistré des bandes, mais ce qu'on voit sur les écrans, ce n'est pas des bandes préenregistrées, c'est du direct. C'est ce que permet effectivement le porte-à-pack aussi. Voilà. Célébrité peut-être. Pour célébrité. Pour la célébrité, mais les artistes ne pensent pas à ça. Qui, les artistes?
À quoi il pense alors? Il pense à rien. Ah là là, alors là, il faut être une grande ordonnance. Alors, son nom. Christine. Alors, pilule. Pour Elvis Presley. Elvis, ça s'écrit V-I-W. Non, V seulement. V-I-S. Oui. Oui. C'est drôle d'ailleurs. Vraiment, il fallait inviter des artistes pour ça, pour venir. Alors à la pharmacie chez moi, j'aurais pu voir beaucoup plus. Vous ne croyez pas que c'est idiot ça? C'est ça là? Ah. Alors je peux les questionner. Alors ça c'est ça les maîtres? C'est ça les maîtres? Le VW, c'est bisexuel? Connaissance, ça peut avoir de la valeur plus tard. Faut s'enrichir. Pardon? Connaissance, ça peut avoir de la valeur plus tard. Avec l'argent, vous pourrez acheter une toile de Gauguin. Et puis on va lui en mettre aussi des pilules pour la mort. Parce que je suis venue voir vos chefs-d'œuvre et je vois des murs seulement. C'est moi. Non, vraiment, franchement, vous vous moquez de nous. Je vais faire des pilules pour se moquer. On invite les gens pour qu'on vienne voir des peintures, et finalement, je vois, je ne sais pas, parce que je vois tout de suite. Alors asseyez-vous, aujourd'hui c'est gratuit. Je vais vous offrir, madame, asseyez-vous, je vais voir. Alors encore payer aussi. Aujourd'hui c'est gratuit et ils donnent gracieusement des feuilles. Vous en prenez une seulement si vous voulez bien, parce que je n'ai pas assez pour l'instant. Bien, si je peux la règle, non, c'est gratuit. Alors vous vous adresserez à la pharmacie ensuite. D'accord, merci. Asseyez-vous, madame, et je vois que ce serait beaucoup, on va régler ça. Je vais vous donner les pilules nécessaires. Je vous en prie. Je vois que vous avez des problèmes avec cette exposition. Alors, asseyez-vous, vous êtes madame? Madame Morgenstern. Bonjour, madame. Excusez-moi. Morgenstern. Morgenstern. Alors, des pilules pour voir des peintures, c'est ça que vous voulez? Non, non, je suis venue voir une peinture. Justement, je vais vous donner des pilules pour voir des peintures, comme ça vous allez en voir. Pilules pour voir des peintures et puis des pilules pour être gai, parce que vous avez l'air très fâché. Je suis très gai, monsieur. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous? Rien du tout, je suis venue seulement, je vais prendre le métro, je vais rentrer chez moi. Ah, je vous donne des pilules pour prendre le métro alors. Voilà, vous êtes très gentil, monsieur. Justement, j'en ai prévu. Alors, vous êtes pharmacien? Je suis pharmacien aujourd'hui, oui. Ah, bon. Vous voyez, je vous la tamponne, comme ça vous pouvez l'envoyer à la sécurité sociale. Mais c'est dommage que ça vienne de la préfecture. C'est pas un endroit... Encore deux idiots. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à voir. Écoutez, moi je suis venue voir de peinture, et même l'abstrait, mais de peinture, mais qu'est-ce que c'est? On se moque de nous, voyons. C'est ce qu'on appelle l'avant-garde. L'avant-garde. Écoutez, alors, je vous assure, écoutez, on va en arrière. Hein. Comment ça? Vous venez de quel pays êtes-vous? Mais il ne s'agissait... Non, non, bien sûr. Oui. Oui. Et vous n'avez pas autre chose à... Si, j'expose dans tous les salons, et écoutez, je suis moi-même artiste. Mais oui. Et vous exposez dans quel salon? Dans tous les salons, sauf ici. Ici, je n'ai pas encore essayé. Bon, que faites-vous comme peinture? Et la peinture, c'est à moi, elle est la mienne. Authentique. Là, nous sommes très loin. Oui, mais ce n'est rien, ce n'est même pas de peinture. Non, c'est... Oh non, écoutez, moi je pense que c'est un regret, tout à fait. C'est une abîme, si on peut appeler ça la peinture. Moi, je trouve que c'est honteux, non, on vraiment. n'appelle pas ça de la peinture. Oui, c'est pas la peinture. À la rigueur de l'art. Même pas, pourquoi ça c'est pas de l'art du tout, monsieur, écoutez. Bon. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Je peux faire passer le micro. Bah, on n'a qu'à continuer du coup, hein, et puis on verra. Voilà. On peut peut-être mettre celui sur Villeglé justement, comme on avait fait étudier la photo.
Jacques Villeglé. Jacques Villeglé. Et là, on ne sait pas non plus les circonstances dans lesquelles on a filmé l'artiste. Non. En plus, vous allez voir, on le filme en train de retirer des affiches et en même temps, il commente la vidéo. Donc je pense que c'était pendant un cours, on a dû montrer une vidéo de lui. Et il commentait derrière. D'accord, oui. Donc on sait qu'il était enseignant à l'école des Beaux-Arts en fait à ce moment-là. Non. D'accord, oui. Donc ça serait intéressant de voir justement. Parce que dans ce cas-là, on toucherait vraiment, pour le coup, à la question de la pédagogie. Voilà. Et je commence à tailler. J'enfonce, alors je vais assez doucement. Et quand tu as des grands formats à découper comme ça doit poser un problème. Le petit couteau, on n'en a pas besoin à ce moment-là. Il faut vraiment quelque chose de plus fort. Alors là, ça va. Il faut passer le couteau par derrière. Et tu as des problèmes de temps en temps pour le décollage? Oui, quelquefois ça rate. Mais là, vous allez voir, on va réussir à avoir tout. Alors c'est bien le papier, si vous le déchirez, ça se recolle. C'est un matériau très très bon et très solide. Bon, là, rien raté. Tu arraches? J'arrache. Vous voyez, il y a des trous. Alors là, je vais tricher. Pour qu'on ne voit pas la toile, peut-être je mettrai un petit bout de papier par derrière, mais ça c'est le rôle du conservateur de musée qui doit faire restaurer un tableau. Quels sont les plus grands formats que tu as arrachés? 4,50 m de long facilement. Au musée d'art moderne de l'État à l'heure actuelle, il y en a un de 4,50 m sur 1,20 m de long d'exposé. Ça c'est une petite affiche. On arrive à la fin. C'était l'hiver, il y avait du soleil. Alors, petit coup spectaculaire, là, on se cache derrière l'affiche, il faut la tirer à soi. Sur la pointe des pieds. Oui, pas de bruit, en douceur. Ça, si j'avais été cabotin, j'aurais montré mon visage par le trou. Les petits morceaux qu'on ramasse pour la restauration. Plus parfait silence. Oui. Oui, là c'est minutieux. Parce que l'affiche est assez vieille, elle est là depuis longtemps sur le mur. Et elle est vraiment usée par les intempéries. Plié en 4 comme un mouchoir de poche. Et hop!
Et voilà, le travail est fait. Rentrons chez soi satisfait de notre journée. Vous n'avez pas par hasard mis les films en ordre chronologique? Vous ne le savez pas? Non, parce que là, on progresse là, c'est très monté. Ou c'est monté de manière bizarre, parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont regardé, ils ont enregistré du son en regardant le film. Et c'est monté donc comme du film, et pas du tout comme de la vidéo, parce que le son est à part. C'est pas du tout synchrone. Et par contre, il n'y a pas de... Normalement, si c'était fait professionnellement, entre guillemets, il y aurait un peu de son d'arrachage pour meubler. Mais c'est très intéressant le degré de sophistication dans l'exploitation du matériel. Là, on a un son effectivement non mélangé, non mixé. On récupère le signal vidéo et puis d'autre part, devant donc vraisemblablement, on a deux magnétoscopes, deux lecteurs enregistreurs de bande, un qui lit, un qui enregistre. On fait une copie en temps réel en même temps qu'on regarde sur moniteur. Villeglé commente et donc la sortie micro est récupérée sur le magnétoscope d'enregistrement. Et on entend, et vraisemblablement, le bruit de fond qu'on entend, c'est le bruit des appareils qui tournent, justement, qui sont quand même relativement bruyants. Pas projection, le bruit des appareils qui tournent, oui, c'est ça. Enfin, c'est le bruit des bandes qui tournent sur les deux magnétoscopes, c'est la bande source et la bande de copie. On peut imaginer que Villeglé aurait été invité donc à l'école. Oui, peut-être, oui. Donc les étudiants éventuellement regardaient. Pour commenter sa pratique. Ouais. Et d'ailleurs, enfin bon, alors là, c'est vraiment sous toute hypothèse, mais on a l'impression qu'on est dans un lieu où il y a pas mal de réverbération. Et effectivement, le lieu où ça se passait, a priori, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette grande salle là où se trouve la diapothèque, etc. Puisque la collection de diapositives était aussi un des éléments du centre d'information et de documentation mis en place par Mathilde Ferrer et son équipe. Cette grande salle du Palais des Beaux-Arts, là j'ai oublié comment elle s'appelle, qui est une salle où il y a un écho, une réverbération terrible. Là. Donc c'est probablement un exercice aussi toujours dans le cadre de cette UV, ce qui montrerait que toujours sur le plan de la pédagogie, ce qu'avaient à faire les élèves, ce qu'ils pouvaient faire comme type d'exercice était quand même relativement varié, puisqu'il y a à la fois des entre guillemets reportages, ou en tout cas des interviews donc à l'ouverture de Pompidou ou sur le projet, etc. Donc des choses plutôt qui vont du côté du musée, d'autres plutôt vers la création artistique, et puis d'autres vidéos que vous allez peut-être nous montrer des extraits, mais où ils se filment eux-mêmes en train de créer. Donc il y a là vraiment on a un spectre en fait de thèmes et de thèmes abordés qui est quand même relativement large, qui semblerait indiquer que finalement l'objet de cette UV, sur le plan pédagogique, était vraiment la question de se saisir du médium. Oui. Dans un contexte artistique, mais finalement ça pouvait aller dans beaucoup de directions différentes. Oui, absolument. Je fais juste un petit point pour dire que on pourrait aller donc jusqu'à 12h15. Par contre, il faudrait qu'on arrête à 12h15, puisqu'en fait cet après-midi, on reprend vraiment à 14h impérativement pour des raisons de calendrier d'horaire général. Et il faudrait que nous, on soit là un petit peu plus tôt pour accueillir Jean Douchet. Donc voilà, c'était par rapport à la sélection d'extraits que vous aviez prévue, pour qu'on puisse notamment voir, si tel est le cas, des étudiants de l'école en train de travailler. Je trouve que ce serait vraiment intéressant, en fait. Voilà. On pourrait voir une performance aussi. J'en ai une aussi, oui. Oui, voilà, ça serait formidable. Mais du coup, on peut peut-être mettre la bande 9. C'est justement un exercice d'étudiant.
C'est c'est laquelle? Ça s'appelle... Ah bah oui, non, mais j'ai la code. Pardon, c'est pour avoir les codes 1747. Je me resserre. C'est très expérimental. C'est ça? Oui. Alors j'ai mis qu'un petit bout parce que c'est très long, mais en fait on voit cet étudiant qui est assis à table et qui au fur et à mesure boit avec sa fourchette un liquide qui se trouve dans le verre, qui est du vin, et qui en fait tomber exprès sur la table pour colorer la table. Donc, je vous ai mis la fin de son travail. Oui. Alors, je pense que c'est filmé peut-être plus par un enseignant. Parce qu'on l'entend justement parfois commenter et expliquer alors là, tu peux faire ça. Parce que là, je coupe, parce que je continue. Mais attends. Oui, mais là, je suis cadré sur la première assiette. Continue ton mouvement tout doucement, mais j'arrive aux deux verres. Laisse-moi faire le... Vas-y, tu peux y aller. Tu les écartes. La fourchette, tu peux pas les écarter un peu plus, les assiettes, non? Je sais pas. Bon. Ouais. Bon, attends, tu bouges pas, je vais refaire un gros plan sur les deux verres. Et puis l'assiette. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je pense que c'est soit l'étudiant auteur de cette performance et l'autre est un acteur. Tu veux qu'on voit que tu t'en vas? Non. Bon. Ou c'est un copain qui filme pour lui, mais attends, je vais c'est pas faire un le gros plan prof. sur les verres. Tu peux te barrer là. Ouais, ramasse ton fourbi. C'est assez. Mais le rendu du pinard, je sais pas si ce sera très évident. C'est assez hésitant les manœuvres parce que on a beau être tout à fait d'accord. Au niveau technique, c'est pas... Bon. On va s'arrêter là-dessus, hein, non? Je pense que ça, c'est une des bandes les plus intéressantes du point de vue de la fabrication, de ce que ça peut montrer pour la pédagogie. C'est exceptionnel. Donc on a en effet cette voix off là qui finalement s'interroge sur sa pratique, tout en filmant en réalité. C'est-à-dire qu'il commente en fait en direct, on fait une sorte de pensée en action comme ça, voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant en effet. Mais en effet la dimension un peu hésitante laisse penser que c'est probablement pas un prof. Oui, vous avez raison, ça doit être en effet, oui. Il y en a peut-être un qui fait des études de cinéma, peut-être. Et ils sont en binôme de manière dont on ne sait pas. Mais je ne pense pas que même en 69, que les profs parlaient comme ça avec leurs étudiants. Si on est un petit peu plus tard, donc si je comprends bien, on est de toute façon pas avant 76 en fait. Oui, mais alors, oui, d'ailleurs, du coup... c'est vrai qu'on a là, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est l'insatisfaction de celui qui filme sur la médiocre qualité technique quand il dit oui, bon, là, c'est un peu raté mon truc, tout ça, etc. Mais du coup, ça pose aussi la question de la dimension qu'on pourrait presque qualifier de palimpseste, en fait, de ces bandes. Si ça se trouve, il y a eu d'autres essais auparavant, effacés, etc., et qui sont donc repris, puis au bout d'un moment, on s'arrête. C'est un petit peu comme
quand on s'arrête finalement de mettre une couche sur une toile, quoi. En fait, pourquoi s'arrêter là, même si ça donne pas entièrement satisfaction, quoi. C'est vrai que voilà, on a aussi cette dimension-là qui serait analysée du coup du point de vue de la pratique artistique dans ces années-là. Mais je pense que ça serait vraiment là, on voit bien à quel point ces bandes posent plus de questions finalement qu'elles n'apportent de réponses, et à quel point l'enquête historique, je dirais, sur les auteurs de ces bandes, au fond, elle ne fait que commencer, et ça serait vraiment passionnant d'avoir plein d'informations là. Enfin, voilà. Donc, la question du statut effectivement de ces traces ou de ces constats en vidéo, avec tout ce qui suppose de choix en fait finalement fait comme ça en direct, de mouvement, de cadrage, et puis d'incertitude aussi sur la qualité de ce qu'on va obtenir en fonction de la lumière, en fonction d'une pratique justement non apprise, mais même non codifiée. Enfin, je veux dire, qui ne fait pas l'objet d'un enseignement nulle part à l'époque. C'est vraiment un média, la vidéo légère, un média sans histoire et sans normes, pose beaucoup de questions du coup. On en voit encore une ou deux. Oui. Si vous avez Mathira, mais je crois que vous avez Mathira. Oui. Du coup, on peut peut-être mettre la 8, qui est en fait une œuvre d'un artiste qui s'appelle Juan Xifra. Et donc, ça fait un peu justement performance. C'est-à-dire que, en fait, l'artiste a distribué, avant donc la vidéo, a distribué à un certain nombre de personnes des petits papiers. Et il leur proposait de se retrouver donc le jeudi 20 mai 1976, de la vidéo, et de décider, en fait, chacun a un petit papier avec un choix, de décider en fait si l'œuvre que lui a réalisée, les gens veulent la découper en fait et en avoir chacun un petit bout, ou s'ils veulent la garder entière. Donc ils se sont tous réunis à ce moment-là dans une galerie pour décider. Et donc on voit l'artiste là qui récupère les papiers et qui explique aux gens quel est le concept. Sinon, pas. Donc là on est en dehors de l'école, hein, on est en extérieur. On est en dehors de l'école. Oui. À la différence de ce qu'on a vu précédemment. Oui. Oui, on peut revenir donc à la première partie du texte, on a choisi la deuxième. Puisque ça va se distinguer. Moi j'ai choisi un petit bout. Hein. Oui, non, mais moi je vais partir tout à l'heure. Alors si tu fais le truc à la fin, je ne serai pas là. Alors, si tu le coupes en petits morceaux, je tiens à avoir moi. Parce qu'après il faudra mettre l'adresse si c'est l'heure qui va prendre. Quand même, il faut s'organiser. Il faudra quand même se tenir à la majorité. Oui. À quoi ça sert? Tu sais ce qu'il faut faire? T'as lu le texte? T'as compris le texte? Tu as une possibilité. Si tu mets ton adresse, ça veut dire que tu peux faire collabore restatière et que tu es copropriétaire de l'œuvre. Si tu ne mets pas ton adresse, ça veut dire que tu préfères avoir un 50e de la pièce qu'on va Ah oui, c'est bien, c'est moitié compliqué en marquant le 50e. Qui veulent garder l'œuvre entière, l'œuvre reste entière. S'il y a plus de tickets pour découper l'œuvre est découpée. D'accord? S'il n'y avait pas de ticket, je ne pourrais pas avoir de rapport avec le tableau. C'est quand même un élément d'échange. Puisque s'il n'y a pas de ticket, je ne peux pas savoir quelle est la solution que j'ai choisie. Alors je pense que c'est quand même sur le ticket que vient converger toute la problématique artistique de cette situation. Oui. Me semble-t-il. Alors moi, c'est le problème du ticket. Quoi? C'est qu'on mette en cause la fonction du tableau, mais que c'est en fait le jeu qui compte. Et le jeu ne passe que par le ticket. Oui. Je reviens de façon obsessionnelle au ticket. Oui, mais être copropriétaire, ça peut être amusant, parce que on peut faire des tas de choses. 50 personnes se passant une œuvre. Il y a un tas d'échanges possibles, tu peux faire ce que tu veux avec l'œuvre au moment où tu es là. T'es pas obligé de la découper. Bah non, tu peux très bien ne pas la voir, jamais. Alors voilà, si vous voulez être propriétaire, vous devez mettez votre nom. Et si vous voulez un morceau individuellement, vous le laissez en blanc, vous le donnez. Et pourquoi un 50e? C'est arbitraire.
pense qu'il faudrait bien s'arrêter. On ne peut pas la diviser en 10 000. En plus, je ne pense pas que 10 000 personnes sont venues. Pourquoi vous voulez absolument que quelqu'un soit propriétaire? Ça, c'est à vous de le discuter. Discute après ou quoi? Non, Pas dans ce cas-là. on discute entre ceux qui veulent garder l'œuvre collectivement. Alors il doit s'arranger pour voir comment ça va. S'ils sont majoritaires. S'ils ne sont pas majoritaires, c'est celui qui a 1000 numéros. On la découpe s'ils sont là. Oui, mais si ce sont les majoritaires qui gagnent, on partage entre tous ou uniquement entre tous. Alors, il faut définir les modalités. Non, mais à ce moment-là, c'est mieux de mettre un DVD. C'est plus... Mais non, parce que dans l'autre cas... Comment tu veux en entier qui soit à tout le monde ou que tu aies un petit morceau? Avoir un petit Ça morceau. dépend si je partage avec tout le monde. Bah, le tableau il sera tout le monde, tout le prêt. Comment tu préfères? Un petit morceau. Non, tu le coupes. Comment tu préfères? Tu coupes le tableau en petits morceaux, que tu aies un petit morceau de tableau, ou que garder tout entier et qu'il soit le prêt? Le petit coupe, c'est plus la même chose. Hein. Oh, mais c'est mieux parce que si le prêt, tout le monde peut l'avoir, c'est pas bien. Mais c'est joli si t'as un bas ou un haut, ça peut être joli. Je crois que dans mes souvenirs, ils finissent par découper l'œuvre d'ailleurs. Par découper l'œuvre. Oui, là, en fait, c'était juste une remarque sur la qualité technique là, de la vidéo qui est vraiment assez mauvaise pour le coup. Ouais. Mais ça tient, je pense, à plusieurs facteurs, en fait, des questions d'éclairage, je pense, en fait, dans la galerie. Et puis, on a vraiment l'impression, là, d'une vidéo qui a été réutilisée, même s'il n'y a pas trop de drop, mais parce qu'en fait, on a des sortes de silhouettes un peu fantomatiques, là, qui passent, comme si on avait une vidéo très usée, hein, en réalité. Hein, voilà, donc, et alors là, il y a un montage. Oui, enfin, oui. c'est du tourné-monté, quoi. C'est du tourné-monté, comme de la caméra. Voilà, oui, donc, oui. Montage. Il y a Mathilde Ferrer, dans son témoignage, l'a recueilli au cours d'une séance du séminaire vidéo des premiers temps et qu'on trouve sur le carnet de recherche sur hypothèse.org du séminaire vidéo des premiers temps, racontait effectivement, peut-être qu'Anaïs aussi a eu ce témoignage-là, que il constatait fréquemment à l'époque les problèmes de lumière, le caractère largement inexploitable de ce qui tournait après coup en le voyant. Donc ils avaient conscience de leur propre défectuosité technique. Pour ce qui est des réenregistrements, vraisemblablement, effectivement, puisqu'il ne s'agissait pas de constituer un fonds pérenne, mais d'alimenter un fonds d'actualité, de permettre à court terme de revoir des choses, et puis ensuite on tournait la page et il s'agissait en permanence d'être dans le mouvement de l'art et pas du tout de constituer un fonds historique ou capitalisé, comme je disais tout à l'heure. Et d'autre part, en raison simplement de soucis économiques, il y avait effectivement réutilisation des bandes, et on peut penser que si tout ce qu'on peut dater, en tout cas datant des années 76 à 78, il faudrait peut-être que, je ne suis pas sûr que toutes les bandes soient précisément datées à l'heure actuelle, mais on est sur 76-78 comme tranche, ça signifierait simplement effectivement que les bandes ont été plus anciennes, ont effectivement fait l'objet d'un recyclage, et qu'on a en fait la dernière génération d'enregistrements sur ces bandes-là, avant que l'équipement devenant un peu obsolète ou l'activité n'ayant plus les moyens de se poursuivre, eh bien, on en est resté là. En fait, on a finalement une image des derniers travaux faits, et peut-être qu'on a en fait perdu les plus anciens par réenregistrements successifs. Et là, l'espoir d'avoir un jour une technologie qui permette de retrouver les couches perdues en dessous est bien mince tout de même. Donc je pense qu'on doit faire notre deuil de ce qui a disparu. Question rapide pour Anaïs. Est-ce que tu sais si Mathilde Ferrer programmait aussi des séances de cinéma à ses étudiants? Est-ce qu'elle les amenait voir des films? Est-ce que la programmation cinématographique du Centre Pompidou a pu faire partie de leur culture cinéphile à l'époque? Et dans ce cas aussi peut-être, autre question, le cinéma expérimental, pour le coup américain,
des années 70 qui est en partie, très peu, mais en partie diffusé aussi en France. Alors en effet, c'est du 16 mm, comme le disait Alain, mais je pense au travail de Michael Snow, de Fulton, qui pourrait faire écho peut-être aussi aux premières expérimentations vidéo et pédagogiques aussi d'ailleurs, peut-être des Beaux-Arts, j'en sais rien. Enfin, alors elle m'en a pas du tout parlé, j'avoue, donc ouais, non, elle n'a pas du tout évoqué ça, donc je pourrais pas trop te dire. Mais voilà. À ma connaissance, le réseau de cinéma expérimental n'est pas passé par le Centre Pompidou au début. Après, ça a été bien récupéré, mais ce n'était pas c'est pas les premières personnes qui sont invitées pour faire des conférences, pour participer à la revue Parler, et les premières projections cinéma dans le cadre des expos, comme c'est des grandes expositions historiques comme Paris-New York et tout ça, ils sont trop actuels pour ça. C'est vrai qu'à Beaubourg, dans les années 70-80, enfin c'est assez vite Jean-Loup Passec qui s'occupe de la programmation, et on a du coup en fait des grandes rétrospectives en effet nationales, alors, très exhaustives, et puis très vite sur des pays dont on n'a jamais vu les films, donc ça c'est formidable. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette ouverture, voilà, sinon de manière exceptionnelle vers le cinéma expérimental. Oui, peut-être. À Beaubourg, il n'y a quand même pas une expo d'ouverture en 75 ou 76, ouais, sur la production de cinéma expérimental, une expo commissariée par Pontus Sulten, si je me souviens bien. Je crois que Philippe-Alain Michaud en parle en 2006. Il faudrait regarder. Alors moi j'avais aussi une question, puisqu'en fait, donc là ça s'arrête en 78. Est-ce que du coup Mathilde Ferrer s'en va? Est-ce qu'il y a d'autres expériences plus ponctuelles? Est-ce qu'on change de matériel? Est-ce que ce matériel n'a pas été retrouvé, etc. Moi, de ce qu'elle m'a dit, non, elle reste à l'école des Beaux-Arts. Oui. Simplement, ils ont un peu laissé tomber la vidéo justement parce qu'ils n'avaient pas d'aide de la part de la direction, qu'ils n'avaient pas de matériel vraiment qui leur permettait de prolonger l'expérience. D'accord, donc voilà, c'est une expérience dont on peut dire qu'elle est sans lendemain. C'est-à-dire de ce qu'il qu'elle m'a dit, n'y a oui. pas de renouvellement en fait du matériel. Ouais. Donc, ok. Enfin, pas tout de suite, du moins. Oui. Et après, la vidéo est intégrée à l'enseignement des Beaux-Arts, la création vidéo proprement parler, mais en 92. Donc il y a vraiment Oui, donc il y a une solution gap de temporel très continuité, important. oui, d'accord, oui. Sur la question du rapport à l'art des images animées, donc le rapport au cinéma, je pense qu'il est effectivement extrêmement lointain, distendu. On voit l'importance là occupée, il me semble, enfin en tout cas dans cette utilisation de la vidéo, par tout ce qui tourne autour des nouveaux réalistes, du nouveau réalisme enfin, au sens large, de l'art sociologique, etc., d'un art d'installation. La vidéo est utilisée à des fins me semble-t-il, beaucoup de traces, d'enregistrements, en lien avec la performance aussi, bien sûr. On n'a pas vu là tellement de performances, mais il y a des vidéos aussi qui témoignent des performances qui ont lieu soit aux Beaux-Arts, soit ailleurs. Et c'est donc, on voit bien une utilisation de la vidéo à des fins de constat de traces d'enregistrement, même si ça n'exclut pas, comment dire, ça n'est pas forcément selon un protocole figé par avance, mais avec des modalités de cadrage, de tournage, ça qui peuvent s'inventer au moment comment dire, qui peuvent rajouter une couche d'expression ou d'autonomie créative relative de la part du filmeur par rapport à ce qu'il est en train de filmer, tout simplement avec sa porte-à-pack. Alors, il est midi 18, donc on va pas tarder à arrêter. Donc, je ne sais pas s'il y a encore une question, un commentaire, un complément. Non. Bon, bah écoutez, en fait, moi je vous propose qu'on s'arrête donc ici pour ce matin, en vous remerciant vraiment infiniment de nous avoir présenté donc cet ensemble. Donc, qui n'avait pas, donc, j'y insiste, été montré jusqu'à présent. Donc, on voit à quel point ce matériel est riche. Il ne peut se passer évidemment de commentaires et d'accompagnement, mais enfin, à quel point ça vaut la peine d'en montrer de larges extraits.
Je dirais juste que le mémoire donc de M2 d'Anaïs est consultable au centre de documentation de Paris, à l'INHA. Voilà, et donc on vous retrouve en l'espérant là cet après-midi à 14h pour on changera d'école puisqu'on ira à l'IDEC pour une expérimentation, une exploration plus exactement de la pédagogie artistique de l'enseignement du cinéma. Telle qu'elle a été menée par Jean Douché à l'IDEC dans les mêmes années, d'ailleurs, 76-78. Et ça sera conclu par une projection d'un film réalisé dans un autre contexte pour la télévision scolaire par Jean Douché, et destiné par conséquent à des enfants et non pas à des étudiants, sur des questions d'apprentissage du cinéma, films de la télévision scolaire, qui sont désormais accessibles en ligne sur Gallica. Mais ce sera l'occasion justement d'en voir un en particulier. Voilà, donc à tout à l'heure.